るみ。これおじいちゃんが隠し持ってたんだ。外の世界のことが書かれてる本だよ。外の世界の本だって？それっていけないものなんだろ？そんなこと言ってる場合じゃないんだ。この本によると、この世界の大半は海っていう水で覆われているんだって。しかも海は全部塩水なんだって。塩だって？嘘つけ。塩なんて宝の山じゃねえか。折り尽くせないほど海は広いんだ。なわけや。塩が山ほどあるだけじゃない。炎の水、氷の大地、砂の雪原。きっと外の世界はこの壁の中の何倍も広いんだ。外の世界。それでこれはまだ内緒なんだけど、お父さんとお母さんはね、今度外の世界に行くんだって。外の世界か。ねえヘレン、Si le grand terrassement survenait, nous serions sans défense. Tout juste pourrions-nous prendre la fuite en espérant vainement échapper à la marche implacable des furieux anéantisseurs. Ainsi, Willy Tybur, au chapitre 100, évoquait la tragédie de Shingeki no Kyojin. Ils dévasteront tous sur leur passage, hommes, villes, civilisations, mais également les écosystèmes et toute forme de vie, aussi bien animale que végétale. Absolument rien ne subsistera. La planète entière ne sera plus qu'un vaste champ de désolation. Alors, la perversion d'Hajime Isayama aura transformé le rêve d'Eren Yeager et d'Armin Arlett en véritable cauchemar, car il était une fois l'histoire de deux enfants rêvant d'un certain paysage, rêvant de terres de glace, de mers de feu et de plaines de sable. L'histoire de deux enfants rêvant de voir le monde.調査兵団なんてバカな真似。バカだって。俺には家畜でも平気でいられる人間の方がよっぽど間抜けに見えるね。エレン、ミカさん、あの子はだいぶ危なっかしいから、困った時は2人で助け合うんだよ。Le chapitre 131 de l'attaque des titans se place comme témoin de l'horreur du héros principal, parcourant enfin la vision du premier concerné et de son dilemme moral, un être humain devenu monstre. Prends soin de lui, Mikasa, Eren est un garçon instable. La terrible peinture d'un petit enfant à l'enfance dérobée, qui, adulte et face à l'atrocité de ses actes, régresse à l'âge enfantin pour protéger son esprit. Il est alors effarant de constater à quel point l'auteur aura une nouvelle fois inversé son histoire de paradigme en faisant évoluer sans cesse notre façon de voir les choses. Car c'est alors les mains coupées et coincées sur une branche d'arbre géant que le chasseur se moquait et menaçait de mort le guerrier qui par une trop grosse charge de culpabilité se disait soldat et s'inventait une deuxième personnalité. Ainsi, jamais Eren Yeager et Rainer Braun n'auront été aussi proches dans leur cruauté et déshonneur. Une véritable autopsie du comportement humain dans toute son horreur et sa magnificence, opérée par un auteur qui apporte ici la toute dernière touche d'abomination appuyant la folie de son personnage. Rappelant étrangement le passage de Red Swan, quatrième générique de l'anime qui, comme pour Yugure no Tori, pourrait être une commande du mangaka, où l'enfant innocent bousculait déjà l'adulte coupable. Un adulte redevenant enfant pour se protéger, comme déjà aperçu au chapitre 13 et 14. 答えてくれ。壁から一歩外に出ればそこは地獄の世界なのに、父さんや母さんのように無残な死に方をするかもしれないのに、どうしてエレンは外の世界に行きたいと思ったの？どうしてだって。そんなの決まってんだろ。俺がこの世に生まれたからだ。Rendant le
dialogue entre Armin et Eren plus triste que jamais, comprenant que la seule motivation des deux amis de découvrir le monde s'est écroulée en l'apercevant. Est-ce que, si l'on arrive à détruire l'adversaire de l'autre côté des flots, est-ce que enfin nous obtiendrons la liberté? Le visage amer et triste, Eren, en découvrant le monde par les souvenirs de son père, était en réalité déçu, rendant donc le personnage plus monstrueux que jamais, car ne commettant pas un génocide mondial seulement par vengeance ou pour sauver son petit paradis. Non, il le commet par égoïsme. Ses aveux ne sont pas sans rappeler la scène culte écrite par Vince Gilligan pour Breaking Bad, où, attention spoiler, l'anti-héros principal du récit avoue commettre toutes ces horreurs depuis le début, non pas pour sauver sa famille, mais bien pour son plaisir personnel. Nous ne sommes pas sans vous rappeler que la série Breaking Bad est la série préférée d'Hajime Isayama, qu'il considère comme un chef-d'œuvre. All the things that I did. You need to understand. I have to hear one more time that you did this for the family. I did it for me. I liked it. Un véritable psychopathe absent de toute empathie, calculant le nombre de morts qu'il fera. Un terroriste marchant dans les rues en observant ses futures victimes. Et un fou pleurant devant un enfant qu'il tuera plus tard. Ainsi se boucle la courte et atroce histoire de Ramzi, aperçue pour la première fois au chapitre 120 il y a exactement pile un an, pour réapparaître au chapitre 123 où nous retrouvions Eren qui pleurait. Ainsi, le chapitre 123 est donc la suite du 131e et explique la réponse d'Eren à Mikasa. Il s'est passé quelque chose? Non, pas encore. Nouvelle preuve de la parfaite cohérence de l'auteur dans ce récit décousu, apportant autant souvenirs du passé que du futur, et qui par son écriture dantesque proposera alors un diptyque de chapitres se répondant à un an de publication. Car c'est toujours dans le chapitre 123 que Mikasa s'apprêtait à déclarer ses sentiments à Eren, en s'interrogeant sur le futur du monde si elle avait réussi à le lui avouer. Ainsi, près d'un an plus tard, Isayama réitère ce moment capital en offrant cette fois-ci l'autre côté de la pièce. Contrairement à Mikasa, et qui pris d'un élan d'espoir qui le caractérise si bien, Armin parvient à déclarer ses sentiments à la guerrière. Mais dans un registre de souffrance continuelle, le mangaka pense à souligner la possibilité d'une absence de libre arbitre chez Armin. En effet, comme Eren aurait aimé savoir si Mikasa l'aimait pour de vrai ou si elle n'était que son esclave Ackerman, Armin pourrait seulement être victime des sentiments de Bertolt pour Annie. Mais finalement, est-ce si important ? Dans le ciel, les oiseaux auront toujours été dans le manga, symbole ultime de la liberté, leurs ailes habillant aussi bien le dos des valeureux soldats que les cases du manga. Il n'est donc pas surprenant d'en retrouver un se poser à côté d'Armin, au beau milieu de la mer qu'il rêvait de contempler. La même mouette déjà présente dans le précédent chapitre et qui observait déjà le bateau. Il ne serait donc pas surprenant qu'Eren use de ces mouettes pour épier ses camarades. En effet, la communication visuelle et le découpage bien que très symbolique entre Armin et la mouette laissent à penser qu'Eren observe son ami de toujours à travers elle. Après tout, Ymir contrôle bien toute vie. Il serait donc très émouvant d'apprendre que depuis le tout premier chapitre du manga, Eren, grâce aux souvenirs du futur, observait l'histoire via le regard d'oiseaux, de mouettes, d'aigles, de corbeaux ou de canards, expliquant leur présence et surtout le souvenir d'Eren qu'a de Falco à la forteresse de Slava au chapitre 130. Il était l'aigle que le jeune garçon trouvait paradoxalement libre mais pourtant en train de contempler la guerre. La définition même d'Eren Yeager, expliquant aussi les corbeaux du chapitre 131 déjà présents au chapitre 120. Alors, si tous les oiseaux seraient en réalité Eren, cela permettrait pour le final de l'œuvre de revisionner une toute dernière fois plein de nostalgie cette histoire avec le paradigme final. Et Hajime Isayama, maîtrisant aussi bien le fond que la forme de son récit, offrirait au lecteur une dernière visite de cet enfer, en connaissant déjà tout ce qu'il va se dérouler, créant ainsi le meilleur moyen de comprendre Eren. Car ce n'est pas Falco qui regardait un aigle ou Armin une mouette. Non, depuis le départ, c'était Eren, préparant son paysage, l'auteur appuyant jusqu'au bout sa domination sur le monde. Car que ce soit sur Terre ou dans le ciel,
Eren depuis le début règne. Voici le spectacle tant attendu, celui d'un petit garçon à qui on a cessé de vendre du rêve. Son père disait lui-même qu'il n'y a aucun mot qui puisse se mettre entre un homme et ses ambitions. Alors finalement, et de pair avec sa mère, ce qui a été pris de plus important au protagoniste principal est son enfance. Petit garçon au grand sourire, Eren n'a pas eu de développement sain et en fait subir au monde entier les conséquences. Privé de son enfance, le petit garçon est devenu un tueur comme on en retrouve dans notre monde. À nouveau, Isayama dépeint donc une réalité comportementale et adresse un réquisitoire sociétal frappant. Ce n'est pas Eren qui voulait de ce monde, c'est le monde qui a fait Eren. Nous avons tous une histoire, mais rien ne justifie de supprimer celle des autres. Dans une ultime mesure, et sous le signe d'une réflexivité déconcertante, c'est dans un chapitre aux sublimes double pages que nous apprenons que la jouissance ultime n'est autre qu'un beau paysage. Shingeki no Kyojin est donc la terrible trahison de l'auteur envers ses lecteurs et la magnifique construction d'un criminel psychopathe qui, bien que ne pouvant être pardonné, n'aura paradoxalement jamais été aussi bien compris grâce à un tour de force d'Hajime Isayama qui, depuis le tout départ, nous l'a fait adorer. Ainsi, c'est dans sa magnifique et terrible folie qu'Eren Yeager est enfin libre. Alors voilà les amis, c'était une vidéo pour vous montrer je pense que c'est un bon épisode pour vous montrer la présentation de Shingeki no Kyojin. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye.